Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, grand oral, c'est le retour des études dirigées avec pour invité Charles Meurger d'études Alpha. L'anti-sèche d'Amal Laoui ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, ce sont les 20 ans de la mort du sociologue Pierre Bourdieu. Les programmes, ce sont ceux de sciences économiques et sociales, où il est très présent. À l'heure de la récré, toujours avec Amal, on partira sur TikTok découvrir l'histoire participative qu'une enseignante a créée pour ses élèves. Et puis, comme tous les lundis, dress code avec Anne Tourneux. Bienvenue dans la quotidienne. On commence avec le grand oral. Les devoirs à la maison, c'est un grand sujet. Depuis des années, ils sont théoriquement interdits à l'école primaire depuis 56. Extraordinaire, hein. On l'a pas Vous saviez que préparé. j'allais vous demander. Non, on l'a pas préparé. C'est formidable. Au collège, au lycée, et donc bonne réponse, félicitations. Au collège et au lycée, ils font l'objet d'une attention constante du pouvoir politique. François Hollande, pendant un temps, a voulu les supprimer. Nicolas Sarkozy, avant lui, voulait que l'on s'occupe de ces orphelins de 16 heures, comme il les appelait, les enfants qui ne trouvent pas d'aide à la maison. Et Jean-Michel Blanquer a créé pour les plus fragiles le dispositif Devoir fait, mais pas facile de réussir une étude dirigée. On en parle dans ce grand oral avec Charles Meurger. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes expert en la matière, vous avez cofondé Études Alpha, c'est votre métier. Études Alpha, vous proposez des études accompagnées et pas seulement surveillées dans des établissements pour l'instant privés et qui font appel à vos services, en fait, qui externalisent en quelque sorte l'organisation de leurs études. Tout à fait. Alors c'est toujours compliqué pour les établissements d'organiser les études du soir. En général, ils s'appuient sur leurs enseignants. Et actuellement, il y a une difficulté pour avoir suffisamment de personnes pour organiser ces études du soir. Nous, notre spécificité, c'est qu'on a fait le choix d'organiser des études en tout petits groupes, des groupes de 5 élèves, donc 5 élèves pour un tuteur. Et ça se passe donc directement dans les salles de classe de l'établissement, le soir après les cours. Les élèves vont prendre un petit temps de récréation et ensuite retourner dans leur salle de classe pour faire leur devoir du soir. Donc c'est un modèle, si on parle modèle économique 3 secondes, qu'on appelle B2B2C, c'est-à-dire que vous-même, vous vous adressez à une autre entité qui est l'établissement pour arriver au consommateur final. Quand je dis consommateur usager, je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin l'élève en tout cas, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour préciser les choses, nous, on fait des partenariats avec des établissements. Donc, notre objectif, c'est de convaincre un chef d'établissement d'intervenir au sein de son établissement. Et ensuite, une fois qu'on a fait un partenariat, on propose nos études directement aux familles. Et vous travaillez plus particulièrement avec l'enseignement catholique, si j'ai bien compris, parce que vous n'aimez pas l'enseignement public ou parce que ça n'est pas possible de travailler avec l'enseignement public pour ce genre de choses ? Alors, il n'y a pas de souci particulier avec l'enseignement public. L'histoire de l'entreprise a fait que on s'est développé au sein de l'enseignement catholique, de l'enseignement privé, l'école libre de façon générale. Et on n'a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, la majorité de nos partenaires sont des établissements de l'enseignement catholique. Vos tuteurs, comment vous les recrutez alors ? Parce que c'est fondamental. Petit groupe, c'est très important. Toutes les études montrent que c'est une des clés de la réussite des études dirigées, le petit groupe. Donc vous cochez la case. Formation des tuteurs. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on a une exigence particulière par rapport à nos tuteurs. On travaille sur 2 axes. Le premier, c'est qu'on a l'axe disciplinaire. Il faut que nos tuteurs soient en capacité d'aider les élèves à faire leurs devoirs du soir de façon pluridisciplinaire. Donc, on va faire tout d'abord passer des tests dans les matières principales, donc, qui sont Français, mathématiques. Exactement. Et la physique-chimie pour le lycée. Et également l'anglais qui est de plus en plus important dans le cadre des études. Alors il y a beaucoup d'études sur les études dirigées qui disent, donc formation des tuteurs, vous avez, le petit groupe. Il y a également une notion de continuité. C'est important de retrouver les mêmes personnes. Et vous confiez ça à un algorithme, c'est ça qui permet de matcher les groupes d'élèves avec des tuteurs ou des tutrices ? Tout à fait. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir fait une formation ingénieur. Et donc, du coup, j'ai l'esprit... on va dire assez mathématique. Et donc, on a développé un algorithme qui permet d'assurer une continuité au maximum des tuteurs. L'objectif étant que les tuteurs qui reviennent aient toujours au maximum les mêmes élèves, notamment dans les petites classes, puisqu'on travaille aussi avec le primaire. C'est quelque chose qui est très important pour l'élève, pour qu'il puisse prendre confiance en lui et se faire aider au mieux par les tuteurs.
Étude Alpha que vous avez cofondée, Charles Meurger. On va vous retrouver dans quelques instants pour poursuivre ce grand oral. Mais pour l'heure, l'anti-sèche, comment l'actualité résonne dans les programmes. On retrouve dans quelques secondes Amal Laoui. Et l'actualité, c'est un anniversaire d'un décès, celui du sociologue Pierre Bourdieu. C'était il y a 20 ans. Amal et Pierre Bourdieu, on le retrouve beaucoup dans les programmes. Et oui, le 23 janvier 2002, le sociologue Pierre Bourdieu disparaissait à l'âge de 71 ans. Il est considéré comme l'un des sociologues les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Bourdieu est l'un des penseurs les plus cités au monde, c'est devenu un classique. Son concept de capital culturel est même passé dans l'usage courant. Il y a d'autres concepts comme l'habitus qui sont aussi utilisés et enseignés. Vous savez ce que c'est l'habitus ? Oui, je le sais absolument par cœur. L'habitus permet d'expliquer que des individus appartenant à une même catégorie sociale, à un même groupe, placés dans des conditions analogues, ont une vision du monde, des idées, des comportements, des goûts similaires, cher Amal. Il est devenu... Et sans anti-sèche, il est devenu, dans les dernières années de sa vie, l'un des acteurs principaux de la vie intellectuelle française. Son œuvre sociologique s'appuie sur une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Bourdieu insiste sur l'importance des facteurs culturels et symboliques dans cette reproduction sociale. Et justement, ce sont ces mécanismes de reproduction sociale qui sont analysés au lycée. Oui, c'est ça. En spécialité sciences économiques et sociales, les élèves vont découvrir le travail de Pierre Bourdieu, notamment dans les cours sur la justice sociale et les inégalités. Dans ce chapitre, ils vont étudier la théorie des classes sociales selon Bourdieu avec la distinction qu'il fait entre le capital économique, le capital social et le capital culturel. Et l'idée, en fait, c'est que l'individu ne possède pas et n'hérite pas seulement d'un capital matériel, mais aussi d'autres éléments tout aussi importants dont il peut tirer des avantages matériels ou symboliques. Ces thèmes, Amal, étudiés au lycée sur la question des inégalités sont toujours très actuels et les travaux de Pierre Bourdieu, 20 ans après sa disparition, demeurent extrêmement souvent cités sur la question de l'égalité des chances à l'école. Oui, les élèves vont comprendre comment s'articulent les inégalités sociales. Ils vont apprendre la notion de reproduction sociale, phénomène sociologique qui conduit à la transmission des positions sociales, des façons d'agir ou de penser d'une génération à une autre. Par exemple, les statistiques montrent qu'un fils d'ouvrier a davantage de chances de devenir ouvrier que de quitter sa classe sociale et qu'à l'inverse, un fils de cadre a plutôt tendance à devenir cadre que de changer de classe sociale. Et donc une question centrale pour l'école, c'est de savoir si aujourd'hui un individu peut se constituer du capital, et y compris culturel et social, et pas seulement économique, sans en avoir hérité. Eh bien, dans les années 60-70, on estimait que le capital culturel qu'un individu pouvait acquérir grâce à sa réussite scolaire lui permettait d'améliorer sa position sociale. C'est ce qu'on appelait l'ascenseur social. Dont on dit aujourd'hui qu'il est en panne. Qu'il est en panne. Et aujourd'hui, les études montrent que l'école reproduit toujours les inégalités sociales. Alors, les résultats des études PISA montrent que la France est l'un des pays où l'écart entre les résultats des élèves issus de milieux socio-économiques favorisés et ceux des élèves issus de milieux défavorisés est le plus important. PISA sans anti-sèche, cette étude de l'OCDE menée de manière récurrente sur plusieurs dizaines de pays pour évaluer les connaissances et les compétences des élèves âgés de 15 ans. C'est ça, et la France possède un des systèmes scolaires les plus inégalitaires et les plus reproducteurs des inégalités sociales du monde développé. Dans l'ouvrage La reproduction, élément pour une théorie du système d'enseignement paru en 70, coécrit par Bourdieu et Passeron, ces deux sociologues font le constat d'une corrélation entre l'origine sociale et l'orientation scolaire et montre que l'école joue un rôle de légitimation et de reproduction des inégalités sociales. Bourdieu et Passeron montrent que l'école, reproduisant le modèle culturel des catégories sociales favorisées, sanctionne ce qui est culturellement légitime et sélectionne ceux qui sont capables de se l'approprier. Donc finalement, héritage assez extraordinaire de Pierre Bourdieu. Il y a toute son influence sur les recherches en sciences sociales à l'université, mais il y a également eu cette capacité, vous donniez les dates, c'est la fin des années 60, le tout début des années 70, il y a 50 ans, d'avoir décrit finalement des choses qui sont peut-être encore plus vraies aujourd'hui qu'elles n'étaient à l'époque. Oui, selon Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, les travaux de Bourdieu résonnent encore dans l'actualité, avec par exemple le concept de violence symbolique qui est une forme de violence douce, parce qu'en fait elle repose sur la complicité des dominés et du fait qu'ils ont intériorisé les catégories dominantes et la hiérarchie des identités légitimes. Cette notion est selon elle très importante pour comprendre par exemple la problématique du consentement qui a été au cœur du mouvement MeToo. Sa réflexion porte aussi sur les luttes et les résistances et notamment sur les mouvements sociaux. Merci beaucoup Amal. D'un
Bref mot, Charles Murger, cette question des inégalités, de la capacité de l'école à aider à les résoudre, ça fait partie de votre champ de vision? Vous essayez d'avoir une approche particulière pour typiquement les enfants issus de milieux défavorisés? Nous, c'est une thématique qui nous tient à cœur. On se définit comme une entreprise solidaire. On a mis en place un système qui permet d'accueillir 10% de nos élèves de façon gracieuse ou à prix très réduit. Par un système de pots communs ou Alors tout à fait, on a un système de mutualisation puisque l'on travaille dans une trentaine de villes en France, dans plus de 100 établissements actuellement. Et donc vous faites une cagnotte en fait qui permet de financer... Exactement, c'est-à-dire qu'on va avoir très peu d'élèves concernés dans les établissements parisiens très privilégiés du 16e par exemple, et en revanche, on va avoir beaucoup plus d'élèves qui vont être accueillis de cette façon-là, dans des endroits qui sont plus reculés et qui sont peut-être parfois plus défavorisés. Et donc le 16e, c'est Robin des Bois en fait. Mais non, c'est Études Alpha, Charles Murger, qu'on retrouve dans quelques secondes. Merci Amal, qu'on retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre grand oral. À l'Éducation nationale, il y a Devoirs faits, le dispositif lancé en 2017 pour que les enfants rentrent à la maison sans avoir de travail scolaire. Et l'enseignement privé peut désormais recourir au service d'études Alpha, créé il y a 6 ans par Charles Murger, ou co-créé en tout cas, et qui a déjà suivi 10 000 élèves. Vous allez du primaire au baccalauréat. Il y a plus de demandes à quel niveau d'ailleurs ? Alors il y a une demande très, très forte au niveau du collège et également au niveau du primaire. Avec des matières stratégiques, le français j'imagine, les maths. Tout à fait, donc les mathématiques et le français pour le collège. Au primaire, on est également sur ces deux matières, mais avec une dimension qui est plus globale au primaire, puisque finalement il y a aussi un développement et une appétence qui se développe au niveau du primaire, qui est un peu différente du collège, où finalement les élèves sont déjà dans le rythme de croisière et ont déjà, on va dire, un peu plus de maturité. Alors, comment ça se passe ces séances ? Vous insistez sur le fait que ce ne sont pas seulement des études surveillées, mais des études accompagnées. Donc les 5 élèves arrivent, la tutrice ou le tuteur est là. Il se passe quoi ? Alors, nous, on a mis en place un système qui permet aux élèves dans l'idéal de devenir autonomes. Voilà. Donc par rapport à ça, on a ritualisé nos séances. C'est-à-dire qu'en fait, le tuteur, au début de chaque séance, il va faire le point avec chaque élève, un par un, avec son cahier de texte, pour prendre le pouls de la séance. C'est-à-dire qu'il va prendre les devoirs, voir avec l'élève quel devoir il va faire ce soir, gérer ses priorités. On va plutôt essayer d'axer sur les matières où l'élève a le plus de difficultés. En général, l'élève a tendance à vouloir cacher. On cache. Exactement. Ah oui. Voilà. Et puis aussi d'anticiper puisque finalement une des grosses difficultés des élèves, c'est de travailler au jour le jour. Donc on est tous passés par là, on sait que pour réussir de la meilleure façon une interrogation ou un devoir sur table, il faut l'anticiper. Donc ça c'est vraiment le rôle des tuteurs, de les aider à ça. Vous avez des conseils pour les gens qui font leurs devoirs à la dernière minute, Charles ? Eh bien, il y a des gens qui travaillent très bien sous... Il y a des gens qui travaillent très bien sous la pression, il me semble. Ouais. Ah ouais, vous en connaissez ? J'en connais un peu. D'accord. Voilà. Non, c'est mal. Nous, on est spécialisés sur les mineurs et ensuite après. À 2 ans près, c'est raté. Voilà. Vous les aidez de la sorte. Comment se passent les rapports avec les enseignants ? Comment ils vous voient arriver ? Parce que finalement, évidemment, vos tuteurs ne sont pas enseignants, mais enfin quand même, ils rentrent un petit peu dans le travail des professeurs. C'est simple ou c'est compliqué ? Alors en général, ça se passe plutôt bien. Ouais. Pour une raison simple, c'est que au cœur de notre projet, nous, ce que l'on veut, c'est recréer du lien avec les familles et recréer du lien avec l'établissement. Donc avec l'établissement, ce qui va se passer, c'est que on va donc là par exemple, nous sommes en fin de trimestre, on va faire des appréciations trimestrielles sur les élèves et qui permettent justement aux professeurs d'avoir de nouvelles informations sur le travail des élèves, chose qui est en général une zone grise pour les enseignants, et de savoir finalement un élève souvent en difficulté, quel est son problème, est-ce qu'il a des difficultés à mémoriser, est-ce que c'est un problème de mise au travail, est-ce que c'est un problème de méthode de travail. Voilà, donc c'est une aide à la connaissance de l'élève et à la compréhension d'éventuels points de blocage.
Exactement. Et éventuellement, un espèce de mécanisme antidopage quand un élève ou sa famille dit non, il a vraiment essayé. La tutrice ou le tuteur peut dire oui, effectivement, on voit, il travaille, mais il faut trouver une autre façon de faire parce que c'est pas un problème de bonne volonté, quoi. Tout à fait. Donc ça permet d'avoir ces informations. Et de la même façon, nous, on recrée aussi du lien avec les familles. Donc il y a quelque chose qu'on a mis en place qui plaît beaucoup aux familles, c'est le fait que le tuteur, à la fin de chaque séance, va envoyer un SMS bilan aux parents. Voilà, un SMS récapitulatif dans lequel il va pouvoir dire ce que l'élève a fait pendant la séance, si éventuellement il reste des choses à faire. Voilà, ça peut être notamment pour des primaires, un élève qui doit réciter sa poésie avant d'aller se coucher. Et ça permet aussi d'anticiper les échéances et éventuellement de recadrer l'élève si ça s'est mal passé. Excusez-moi, je fais un SMS, monsieur et madame Laoui. Amal, excellente chronique, mais faite un peu tard. Et oui, c'est l'heure de la récré. Charles, on se retrouve dans quelques instants. Et l'heure de la récré avec Amal, qui il y a 3 semaines a anticipé cette récré et va nous faire découvrir le quotidien d'une enseignante avec ses élèves sur TikTok. Oui, elle s'appelle Ivanissa, elle est professeure des écoles en grande section et elle a créé une histoire avec ses élèves. Elle nous résume les différentes étapes de cette création en vidéo. Regardez. Avec cette charmante petite musique, Amal et comme Ivanissa, de nombreux professeurs des écoles proposent ce type d'atelier à leurs élèves, notamment en maternelle, des ateliers dans lesquels les élèves travaillent en groupe. Oui, l'objectif général du programme d'éducation préscolaire est de permettre à l'enfant de développer des compétences d'ordre psychomoteur, affectif, social, cognitif et méthodologique relatives à la connaissance de soi, à la vie en société et à la communication. Fin de citation. Fin de citation. Ici, on développe le sens de l'imagination. Avec cet exercice, on amène les élèves à structurer leur récit et à se mettre d'accord sur une histoire commune à laquelle chacun a contribué. Donc, dans ce type d'exercice où les élèves participent à la création d'une histoire qui sera lue par l'enseignante, on met aussi en avant la lecture puisque l'éducation nationale rappelle que, je cite, l'école a pour mission de permettre à tous les enfants de maîtriser la lecture et aussi de développer leur intérêt pour les livres et leur plaisir à lire. Le ministère de l'Éducation nationale entend soutenir, promouvoir et étendre les initiatives destinées à susciter le goût de la lecture. Dans cette émission et sur cette chaîne, on parle souvent de pédagogie de projet. Là, on est exactement au cœur de ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Oui, la pédagogie de projet a émergé grâce aux travaux du philosophe John Dewey. La pédagogie de projet a émergé donc grâce à ses travaux. Il est instituteur, philosophe et professeur à l'université de Chicago, près de laquelle il ouvre une école laboratoire. Il crée son système, le Learning by Doing. Je vous laisse faire la traduction. Apprendre en faisant. Vous n'étiez pas assez rapide. Qui est fondé sur les occupations de l'élève et sur la formation cognitive par l'expérience. Il considère en fait que les connaissances doivent toujours s'enraciner dans l'expérimentation et les actions de l'enfant. Il s'agit là d'une pédagogie active, centrée sur l'élève et non plus sur l'enseignant qui prend un rôle un petit peu différent. Oui, c'est ça. Elle prend en compte l'élève et son environnement afin de créer un projet commun à la classe, comme l'exercice que vous venez de voir dans cette vidéo. Il s'agit d'une production concrète qui génère des apprentissages de savoir-faire et de savoir. Et cette production peut être collective, mais aussi individuelle. Pédagogie qui s'appuie sur la motivation des élèves, c'est ce qui permet la réalisation de projets qui se basent vraiment sur leurs envies. Oui, et parmi les méthodes susceptibles d'améliorer la motivation des élèves, la pédagogie de projet est souvent citée. Elle est devenue une pratique quotidienne dans les enseignements professionnels et technologiques et dans l'enseignement supérieur. Elle avait été introduite à travers les travaux personnels encadrés, les TPE, il y a 20 ans. Ils ont disparu, les TPE ont disparu en 2019. En tout cas, cette pédagogie cherche également à familiariser les élèves à la complexité du monde professionnel. La pédagogie par projet a donc pour objectif de relier les étudiants au monde réel.
Et dans cette pédagogie, les enseignants rendent aussi l'apprentissage plus concret pour les élèves. Merci beaucoup. Le DIY. Oh, thank you very much. And now, comment on dit le grand oral d'ailleurs en anglais? Attends, no. The interview. Avec Charles Meurger, cofondateur d'études Alpha, invité de ce grand oral. Et avec lui, on parle études dirigées. Le Graal, finalement, vous le citiez dès le primaire, quand vous les aidez à s'organiser, pour anticiper, pour s'organiser. Au fond, ce n'est pas de leur apprendre des choses, c'est de leur apprendre à apprendre. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, le tuteur, c'est un facilitateur. Et c'est pas lui qui travaille, c'est toujours l'élève qui travaille. Et c'est toujours l'enjeu et la difficulté de leur action. Par rapport à ça, nous, on a mis en place un certain nombre de systèmes, notamment pour aider les élèves à se motiver. On s'appuie Par exemple, en fait, nous, on s'appuie tout simplement sur les choses qui existent. Je pourrais citer par exemple la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow qui... Des besoins essentiels. Exactement. Et on retrouve en fait finalement les mêmes logiques avec les élèves. C'est-à-dire que pour que l'élève puisse bien travailler, il faut que ces éléments essentiels à la base de la pyramide de Maslow soient pourvu, exactement. Donc vous faites un goûter par exemple au début? Alors non, on fait pas un goûter. Alors, parce que c'est à la base de la pyramide de Maslow quand même, il faut. Alors les élèves peuvent. Vous avez déjà essayé de faire ses devoirs à Amal Laoui sans lui donner un petit truc à grignoter avant, mais vous êtes tout à mal fait. parti, là. Après les élèves prennent leur goûter dans la cour de récréation, mais on veut éviter que les élèves salissent les classes. Sage précaution. Comment est née cette idée, Charles Meurger? Vous avez parlé de vos études, école d'ingénieur, je crois que c'est les arts et métiers, si je me souviens bien. Tout à fait. Gazard, mais avant, vous étiez dans un lycée militaire, donc vous étiez en internat. Exactement. Études dirigées, vous avez été cobaye avant d'en proposer. Exactement. Alors, moi, j'ai rencontré mon associé au lycée militaire. Et en fait, il faut savoir, à l'époque, il y avait encore le service militaire pour les polytechniciens qui venaient aider les élèves à faire leurs devoirs du soir. Donc finalement, c'était un peu l'étude alpha avant l'heure. Et suite à ça, la vie a fait que nous avons fait nos études. Moi, je suis parti aux arts et métiers, comme vous l'avez dit. Et après mes études, j'ai eu l'occasion de donner des cours particuliers. Et toujours avec cette idée de se dire que finalement, on manquait sûrement quelque chose, puisqu'il n'y avait pas ce lien directement avec l'établissement, finalement. Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup, finalement, actuellement. Et donc, finalement, Études Alpha vient tisser ce lien. On recentralise l'étude au cœur de l'école. Et d'ailleurs, finalement, dans le cadre de ce projet, en fait, pour la petite histoire, ce qui est assez intéressant, c'est que mon associé avait mis de la même façon que moi des annonces pour donner des cours particuliers. Et en fait, c'est un chef d'établissement qui a fait appel à lui pour devenir enseignant, puisque vous savez qu'il y a une grosse... Donc en fait, c'est vraiment né d'un besoin du terrain. Exactement. Et c'est ce qui donne, en principe, les business les plus profitables quand il y a un vrai besoin. Tout à fait. Et... On vous le souhaite. Charles, on est lundi, c'est le jour du dress code avec Anne Tourneux. Si vous voulez bien, on va s'y intéresser dans quelques secondes, en remerciant chaleureusement Amal, qui peut préparer ses devoirs pour demain, en anticipation, n'est-ce pas? Ils sont déjà faits. J'y crois. Dress code. Il y a une cohérence extraordinaire dans cette quotidienne. On parle d'autonomie des élèves dans le travail, avec Charles Meurger dans le grand oral depuis le début de l'émission, et avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Emmanuel. Anne Tourneux pour le dress code. On va parler d'autonomie, mais cette fois d'autonomie des enfants, notamment le matin. Vestimentaire, voilà. Ouais. Comment favoriser l'autonomie vestimentaire de son enfant? Parce qu'on vit tous des moments d'espace-temps le matin, que ce soit pour soi ou avec les enfants, et on veut des matins sereins. Donc s'habiller, c'est quand même un apprentissage dont les maîtres mots sont patience et encouragement. Voilà, je pense que tout le monde ici a eu cet exercice. J'aime bien la notion d'espace-temps très très particulier. Ah oui, c'est particulier. Le matin, il se passe quelque chose d'hors norme. Alors vous allez nous donner quelques conseils et astuces pour les accompagner. Donc comment favoriser l'indépendance et l'autonomie fonctionnelle de son enfant?
en expérimentant. Donc, je vais vous donner des conseils et des astuces pour accompagner l'enfant dans l'aventure et gagner ces fameuses quelques précieuses minutes. Le tout sans jamais oublier le style. Exactement, et peut-être lui faire naître une vocation de mode. Alors, quelles sont les étapes? Première étape. Alors, première étape, on va favoriser tout ce qui est facile à mettre et à enlever. Donc, on va opter pour des vêtements confortables qu'il va envisager seul et sans difficulté. On n'y pense pas assez, mais c'est vrai que ces petits chemisiers avec plein de boutons, c'est pas facile. Voilà. Donc, il faut penser à l'apprentissage de la propreté et à son autonomie à l'école aussi, parce que maman n'est pas toujours là, papa n'est pas toujours là pour encadrer l'enfant. Merci Anne de préciser que parfois c'est papa qui s'occupe de ça. Parce qu'après, ils sont livrés à eux-mêmes, et la maîtresse a 30 enfants à gérer. Il n'y a pas que les mamans qui le font. Et ils sont malheureux. On est d'accord. On regarde peut-être un premier exemple? Exactement. Donc, j'ai choisi dans une nouvelle marque qui s'appelle Chez Bou. C'est un dressing capsule et éthique. Et c'est très joli. L'idée, c'est un vestiaire éthique qui grandit avec l'enfant. Donc, c'est vraiment une garde-robe capsule transposée à l'enfant avec des palettes organiques et des coupes et des couleurs qui s'associent sans effort et avec du style. Donc, on peut avoir à partir de peu d'éléments, plein de looks différents. Plein de looks possibles. C'est vraiment le concept des dizaines de looks en seulement quelques pièces. Parce que comme tout va ensemble, on peut faire des mix à l'infini et ne jamais être habillé pareil. Deuxième exemple, les salopettes. Les salopettes et les salopettes, les gilets et les jeans faciles à enfiler. Et pour ça, je vous ai sélectionné dans une jeune marque qui s'appelle Uni. Et Uni, tout est fait en France. C'est une jeune marque d'upcycling. Et en fait, le concept est génial parce que vous envoyez vos vêtements, vos anciens vêtements, et on peut vous faire un nouveau vêtement pour votre enfant. C'est l'upcycling. C'est l'upcycling, nouvelle génération. Donc, et on peut même faire broder et commander sa box de naissance. Donc, vous envoyez vos vieux vêtements et ils vous proposent des nouveaux modèles pour vos enfants. Donc, un upcycling complet. Dans la série de l'espace-temps tourmenté, il y a les chaussures. Là, je choisis les... Veja. Voilà. Bon, je dis Veja parce que c'est vrai qu'elles sont cool. Oui, je vais pas encore les baskets à scratch et elles sont particulièrement. Ah, il y a des Veja à scratch. Oui, Veja à scratch, mais ça n'existe pas dans votre taille. Regardez. Mince, en tout cas, ça fait gagner absolument des heures. Exactement. Alors, on s'est habillé, c'est formidable. Il faut aussi se déshabiller. Et en fait, c'est même... Voilà, le premier step, parce qu'en fait, en lui apprenant d'abord à se déshabiller, c'est beaucoup plus simple le soir, voilà, et ça lui fait repérer les gestes élémentaires et le sens des vêtements, avec les étiquettes derrière. Donc cette simplicité va encourager et faciliter sa dextérité, en commençant par les sous-vêtements. Voilà, donc on peut faire ça le soir dès le plus jeune âge, lui montrer comment on enlève, l'aider à avoir cette présence accompagnante. Et pour ça, je vous présente cette jeune marque aussi qui s'appelle Élémentaire Paris. Donc c'est une première marque mode enfantine, née sous le statut d'entreprise à mission. Donc, elle œuvre pour un bien commun et soutient l'égalité des chances et l'accès à l'éducation. C'est une marque bourdieusienne, en fait, le jour où on a parlé des 20 ans de la disparition de Pierre Bourdieu. Voilà, et j'ai trouvé ça très juste de la mettre ici, puisqu'elle a un projet derrière qui est éducatif. Et à chaque fois que j'achète quelque chose, il y a un don, c'est ça? Il y a un don systématique à Élémentaire Foundation. Et avec les dons récoltés, il s'engage auprès d'associations dédiées au jeune public. Élémentaire, ça c'est formidable. C'est très très beau, ça peut tout changer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils alors? Alors oui, les chambres, au niveau fonctionnel, dans la chambre, il y a un espace, un display cosy. Parce que si quand on s'est habillé ou déshabillé, il y en a partout. Hauteur, il ne peut pas accéder. Il faut vraiment faciliter. Donc on va lui créer un petit endroit cosy. En plus, c'est joli. Donc un petit tapis douillet, un éclairage avec des rangements à sa douillet, hauteur. On a le tapis l'ARL, c'est ça? Créer une ambiance un peu propice, douce, et un petit dressing, des étagères à sa hauteur. Voilà. Et dernier step, comme dans la méthode Montessori, vous savez, dont on a parlé ici. Montessori, elle a inventé le mobilier à taille d'enfant, qu'on retrouve maintenant, on ne s'en étonne plus dans toutes les maternelles, mais en fait, il y a un peu plus d'un siècle, c'était tout à fait révolutionnaire. Tout ça est extrêmement sympa. Et puis, il faut anticiper, il faut prévoir. Prévoir la veille. Prévoir, comme Amal pour ses chroniques, comme Charles fait faire à ses élèves, anticiper. C'est un rituel qui est vraiment pratique et rassurant pour l'enfant. Donc pour ça, je vous ai fait une petite sélection shopping de petits cintres mignons à nuages chez Smallable. Et on peut aussi envisager de disposer ensemble, une fois qu'il a fait son choix, de le mettre dans un petit panier à sa hauteur avec le doudou qui sera habillé et le petit goûter. Comme ça, tout est prêt. Voilà un matin c'est génial. Serein. Voilà. On ne fait pas jamais d'ailleurs avec vous que consommer. Il y a aussi vraiment une question d'attitude qui
qui est extrêmement importante. Oui. Et donc, la présence, la connivence, les encouragements. Voilà, une présence on ne laisse pas se accompagnante, débrouiller. la Voilà. connivence, les encouragements, c'est très important, le féliciter à chaque étape, louer ses efforts et demeurer aussi calme que possible sans critiquer. Mais là, en principe, avec la sélection que je vous ai faite... Ça devrait marcher. Ouais, ça Et à la devrait- fin, ça surtout pour devrait les mamans, il glisser. y a une petite récompense alors. En fait, Le cadeau. tout ça, c'est cette présence accompagnante, donc on est moins sollicité. On peut même s'offrir un petit soin, un massage du visage et d'être doucement à côté de son enfant pour justement lui faciliter, juste l'aider à enfiler et s'assurer que tout se passe bien. Et réaliser son soin express que l'on est en train de voir. Voilà. Anne, merci vous en beaucoup. prie, C'est Emmanuel. formidable. Plaisir. Finalement, c'est toujours la même chose, Charles, quand on parle des enfants. Anticipation, prévoir, se mettre à hauteur, les encourager. Cette notion de bienveillance, elle est importante pour vous ou vous voulez... ou je sais pas, ou c'est une... Ah oui, elle est fondamentale. Vous faites pas ça comme à l'internat militaire, quoi, c'est ça que je veux dire. En fait, la question. Non. Pour que ça fonctionne, il faut que l'élève soit heureux de faire ses devoirs, soit dans une dynamique qui soit positive. Donc c'est très important d'être bienveillant. Nous, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est la clé de la réussite. Merci beaucoup, et tout cela avec votre cofondateur. Vous en avez eu l'idée parce que vous avez donné des petits cours, des cours normaux aussi, vous avez été professeur. Anne, merci beaucoup pour ce dress code. Avec plaisir. Et Charles, merci de nous avoir accompagnés. Études Alpha, c'est le nom de cette entreprise que vous avez co-créée. Je crois que vous avez accompagné pas loin de 10 000 élèves en 5 ans d'existence, ce qui est considérable. Exactement. Les chiffres sont corrects, formidable. Merci beaucoup, La Quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Vous restez évidemment sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.